Bonsoir à tous, donc François Vidal, moi je suis rhumatologue à l'hôpital d'Aix depuis bientôt 4 ans et je vous rassure, contrairement à ce qui était annoncé dans le titre, je ne suis pas radioactif, donc vous pouvez ranger votre pastille d'iode. Donc du coup moi je vais vous faire un topo sur la cynovorthèse isotopique, donc une procédure en fait qu'on va mettre en place avec le service de médecine nucléaire dirigé par le docteur Desvignes et le docteur Romain Giraud qui est radiopharmacien. Alors, un petit rappel en fait sur le mécanisme de l'inflammation dans une articulation. En fait, donc l'articulation, il y a plusieurs composantes et la composante qui est à l'origine de l'inflammation, c'est la synovie. Cette synovie donc va s'hypertrophier et donc être à l'origine donc d'un excès de production du liquide synovial, ce fameux épanchement de synovie que bon nombre de patients subissent au quotidien. Et cette inflammation donc va être responsable des dégâts au sein de l'articulation, avec une dégradation donc de l'os et une dégradation du cartilage, ce qui va conduire en fait aux différentes arthropathies que l'on connaît bien en pratique, que ce soit l'arthrose ou les arthrites notamment inflammatoires ou auto-immunes. Donc le problème c'est la synovie et c'est elle qui donc en fait est responsable de l'inflammation et de la douleur. Pardon. Donc, qu'est-ce que la cynovorthèse isotopique ou radiocynovorthèse? En fait, c'est une technique qui n'est pas si récente que ça. Elle a été créée dans les années 50 par deux médecins allemands. Elle a été développée en France en 1968. En gros, le principe, c'est d'injecter donc en intra-articulaire un radioélément qui va être couplé à un support colloïdal, c'est soit du sulfure ou du citrate. Et donc, ce radioélément, il va être capté par les synoviocytes qui sont un peu les macrophages de l'articulation, donc de la synovie. En gros, ce sont les éboueurs de l'articulation. Et ces synoviocytes, ils vont donc capter ce radioélément et ça va induire donc du coup une nécrose de la synoviale qui va conduire on va dire aux alentours de 3 mois en moyenne à une fibrose de cette synovie. Alors, les isotopes, en fait, il faut savoir des petits rappels de biophysique que la pénétration des isotopes, elle est proportionnelle à l'énergie du rayonnement et c'est un rayonnement bêta. En fait, sur le schéma en bas à gauche, en fait, il y a un rappel sur les 3 types de rayonnement. Le rayonnement bêta, finalement, c'est un rayonnement qui est assez safe dans le sens où il est très rapidement atténué. En fait, on voit qu'une feuille d'aluminium, en fait, suffit à arrêter le rayonnement. Donc, globalement, en pratique, parce que c'est vrai que ça peut faire peur aux patients et à leur entourage, globalement, le risque, en tout cas, de contamination, façon de parler radioactive, pour le patient et pour son entourage, finalement, elle est quasi nulle. Et donc, sur le schéma de droite, vous avez les 3 principaux radioéléments qui sont utilisés donc, dans cette technique. L'yttrium 90, qui est donc un rayonnement bêta pur, et ensuite le rhénium et l'herbium, qui ont un rayonnement bêta majoritaire avec un tout petit peu de rayonnement gamma. Et donc, en pratique, en gros, en termes de protection, on va utiliser un tablier de plomb comme, par exemple, quand vous faites des infiltrations sous contrôle radio ou sous contrôle scanner. Et donc, vous voyez aussi que la pénétration donc, du radioélément, finalement, elle se fait sur une faible épaisseur, et notamment pour l'yttrium. La pénétration moyenne, en fait, en tout cas dans le tissu mou, donc dans la synovie, elle est d'environ 3,6 mm. Alors, donc, les 3 isotopes utilisés, donc, ce sont l'yttrium 90, donc uniquement pour le genou, avec une quantité injectée de 2 à 3 millilitres. Ensuite, pour des articulations, on va dire, de moyenne abondance, enfin de moyen volume, vous avez le rhénium 186. Et pour les petites articulations des doigts et des orteils, vous avez l'herbium 169. Alors, ces schémas, en fait, j'ai mis ces photos-là juste pour l'anecdote, c'est parce que, en fait, c'est les nucléaristes allemands, c'est très en vogue, en fait, en Allemagne. En gros, ils considèrent que l'yttrium, c'est un peu comme la sableuse pour l'articulation, le rhénium, c'est le marteau, et l'herbium, c'est la petite pointe, en fait, pour le sculpteur. Bon. Et donc, vous voyez finalement que les quantités donc, utilisées sont assez faibles, entre 1 et 3 millilitres. Ça correspond à peu près à la quantité, nous, de produits, notamment de corticoïdes injectables, qu'on utilise pour nos infiltrations quotidiennes.
Donc les radioéléments sont fabriqués en France par le laboratoire Curium à Saclay en banlieue parisienne, et ces radioéléments donc sont acheminés donc dans le service de médecine nucléaire où ils sont conditionnés le jour J quand le patient donc va venir pour avoir son injection par les techniciens et le radiopharmacien du service de médecine nucléaire. Donc c'est une seringue qui est en PVC et qui est protégée par un contenant, donc en fait un support en plexiglas. Donc vous avez l'illustration sur la photo de droite. Et donc, les indications de la radiosinovorthèse. Alors, historiquement, en fait, c'était surtout utilisé donc, dans les rhumatismes inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et les spondyloarthrites. Alors, il est vrai qu'actuellement, avec toutes les avancées thérapeutiques qu'il y a eu dans le domaine de l'immunorhumatologie, avec les biothérapies ou les thérapies ciblées, finalement, ce sont des indications un petit peu moins courantes en pratique quotidienne, mais qui peuvent être utiles, par exemple, chez des patients âgés qui ont, par exemple, une arthrite réfractaire, notamment un gros genou ou un coude, par exemple, qui ne cède pas malgré plusieurs infiltrations cortisoniques ou les traitements habituels. Donc, c'est là où ça conserve quand même toute sa place. Et des indications un petit peu plus moderne maintenant, c'est notamment chez les patients hémophiles. Pourquoi ? Parce que les hémophiles font très fréquemment des hémarthroses qui sont à l'origine en fait de ce qu'on appelle l'arthropathie hémophilique, c'est-à-dire en fait une destruction précoce de l'articulation. En gros, ça donne des tableaux d'arthrose destructrice rapide. Et donc, il a été montré donc dans plein d'études que la sinovorthèse justement évitait les récidives d'hémarthrose et empêchait justement l'apparition de cette arthropathie. L'autre indication intéressante de la RSO, c'est la synovite vilonodulaire, qui est une tumeur bénigne de la synoviale, qui se caractérise également par des hémarthroses récidivantes. C'est une technique qui est utilisée donc en post-opératoire entre 1,5 et 3 mois après la chirurgie et qui, pareil, permet d'éviter donc justement la récidive et d'éviter que le patient soit de nouveau opéré. Alors, pour cette indication, ça va peut-être un petit peu changer puisqu'il y a des thérapies orales ciblées qui sont en train d'être développées. Mais bon, en tout cas, ça reste encore utilisé donc en pratique courante dans les centres de médecine nucléaire qui pratiquent cette technique. Et là où il commence à y avoir un petit peu de données robustes et rassurantes, c'est sur des indications, on va dire, somme toute fréquentes, pour lesquelles on est un petit peu démunis, nous, en pratique quotidienne, donc c'est-à-dire l'arthrose congestive récidivante, ce qui est quelque chose de très fréquent, et également pour l'achondrocalcinose, donc le rhumatisme à pyrophosphate de calcium, où vous avez donc ces calcifications qui donc stimulent les macrophages, cette inflammation, et qui donnent aussi des hémarthroses qui sont donc très fréquentes, notamment chez les patients âgés. Et enfin, une autre indication intéressante concerne les synovites dans les suites d'une prothèse totale et notamment de genou, où souvent donc, ça pose quand même problème pour le patient et ça nécessite quand même au préalable, avant d'envisager cette technique, de vérifier bien sûr qu'il n'y a pas d'infection de la prothèse et notamment donc, en faisant des examens classiques comme une biologie ou une scintigraphie au leucocyte marqué et d'avoir également éliminé donc, un décèlement sur des radiographies ou un scanner habituel. Donc, en tout cas, pour faire cette technique, il faut quand même qu'on confirme la synovite. Et donc, pour la confirmer, deux méthodes d'imagerie classiques, donc l'échographie, donc on a un appareil d'échographie portatif dans le service, et également l'IRM qui permet donc vraiment d'objectiver la synovite en injectant du gadolinium qui va vraiment donc permettre de montrer la distribution au sein de l'articulation de ce tissu inflammatoire. Donc les indications, donc, elles sont basées sur EANM, c'est l'acronyme pour l'Agence européenne de la médecine nucléaire, et donc elles ont été mises à jour en 2021. Alors bien sûr, ça a des contre-indications. Donc les contre-indications absolues, évidemment la grossesse. Pourquoi ? Puisque le radioélément peut passer à travers la barrière fœto-placentaire. L'allaitement, on considère que, en gros, donc le radioélément peut se retrouver dans le lait maternel pendant 1 mois après donc le geste. Bien sûr, toute infection de la peau et des parties molles représente également une contre-indication. Les arthrites septiques également, et la rupture de kyste poplité. Pourquoi ? Parce que si c'est rompu, le radioélément peut partir dans les parties molles et donc pareil entraîner une nécrose. Après, donc l'hypersensibilité aux excipients. Alors les excipients, c'est quoi ? C'est par exemple du NaCl, de la gélatine, de l'acide ascorbique, de la vitamine C. Bon, ça en pratique, globalement, c'est quand même peu courant.
Les contre-indications relatives, ça concerne les enfants et les adultes de moins de 20 ans, notamment donc, ces patients hémophiles, où justement donc, souvent ces patients sont quand même discutés dans des RCP où en fait, on tranche sur la question de la balance bénéfice-risque par rapport à cette procédure. L'instabilité articulaire, ça concerne en fait des patients qui ont des articulations notamment avec des déformations de type valgus ou varus, où là en fait ça peut être problématique. Les chondropathies évoluées, c'est-à-dire qu'un patient qui a, on va dire, un épanchement récidivant de son genou, mais qui sur une radio va avoir en fait quasiment plus de cartilage, ça va être os contre os, c'est également à éviter. Le surpoids et le kyste poplité, c'est vrai que voilà, comme il y a toujours un risque secondaire de rupture, on évite aussi. Alors, comment ça va se passer? Les patients donc, qui vont être accueillis en hôpital de jour de rhumatologie, donc ils sont dans une chambre à part. On fera donc une prémédication locale avec un patch d'anesthésique avec de l'EMLA. Si besoin, s'ils sont un petit peu stressés, on peut toujours leur donner un antalgique ou un petit Xanax avant d'aller faire le geste. L'infiltration donc, se déroulera, donc c'est obligatoire en médecine nucléaire, donc dans des conditions d'asepsie strictes, comme pour tout geste infiltratif. Pour s'assurer justement donc, du bon positionnement de l'aiguille et vérifier qu'on est bien en intra-articulaire, donc ça sera sous échographie avec notre appareil portatif. C'est toujours mieux quand on est l'articulation congestive, quand il y a un épanchement de synovie, du coup de vider cet épanchement, de le ponctionner. Pourquoi? Parce que on est sûr d'être en intra-articulaire et déjà ça va aussi soulager donc immédiatement le patient. Et donc ensuite on va injecter donc ce radioélément et afin d'éviter tout reflux du radioélément qui pourrait donc occasionner une nécrose cutanée, donc finalement c'est exceptionnel. On va donc injecter donc, dans les suites un dérivé cortisonique retard, donc l'hexatrione qui est en fait une molécule qu'on utilise fréquemment justement sur les arthrites importantes, qui va donc éviter justement le phénomène inflammatoire douloureux donc au décours du geste qui serait donc induit donc par le radioélément qui va déclencher de la nécrose et donc forcément de l'inflammation. Donc ça va soulager tout de suite le patient et ça va éviter justement ce reflux et ce risque local de nécrose. Et donc le dispositif sur la droite, vous avez la photo avec du coup donc un système de robinet. Vous avez donc à gauche l'aiguille verte qui est donc une intramusculaire qu'on utilise classiquement pour les infiltrations des grosses articulations, avec sur la droite de l'image la seringue en PVC qui contient le radioélément protégé par le protège de seringue en plexiglas et la seringue du milieu où on a justement ce dérivé cortisonique qu'on injectera au décours du radioélément. Alors, les précautions au décours du geste, donc il est recommandé de faire une immobilisation entre 48 et 72 heures, que ce soit pour les articulations des membres supérieurs et des membres inférieurs. En fait, le principe, c'est de s'assurer que le produit reste bien concentré donc, dans la cavité articulaire et on limite davantage le risque de diffusion lymphatique. Si on fait le geste sur la hanche ou sur le genou, on va proposer une anticoagulation préventive, soit par AOD ou par HBPM. Et si c'est une patiente, notamment une femme qui est en âge de procréer, il va falloir lui proposer automatiquement une contraception efficace dans les 4 mois suivant le geste. Bon, en général, on va quand même leur demander au préalable d'aller voir le médecin traitant le gynéco pour lui en prescrire. Il est recommandé dans le mois suivant l'infiltration donc d'éviter toute activité physique ou toute rééducation intensive. Et en pratique, comment on évalue l'efficacité? On l'évalue au bout de 3 mois puisque c'est le délai qu'il faut pour créer donc cette fibrose de la synoviale. Et on peut répéter cette infiltration, ce geste, dans un délai de 6 mois sur une même articulation. Alors les complications, quelles sont-elles? Finalement, ça fait peur, mais il y a très peu de complications. Bon, comme tout geste infiltratif, il peut y avoir au décours une réaction douloureuse donc au point d'injection et exceptionnellement ce qu'on appelle des arthrites réactionnelles qu'on peut voir aussi avec nos produits classiques d'infiltration. Donc pour cela, donc, on va dire aux patients de glacer l'articulation pendant 24 à 48 heures, d'utiliser les antalgiques classiques et les INS s'ils n'ont pas de contre-indication. Donc l'anticoagulation préventive pour éviter donc, les TVP, notamment aux membres inférieurs. Le risque septique, il est exceptionnel puisqu'on prend les précautions classiques en fait, d'asepsie, sachant que pour les arthrites septiques, le risque il avait été évalué à 1 sur 38 000 cas. Il y a eu quelques case reports qui rapportaient une hyperpigmentation cutanée avec l'utilisation du rhénium, mais c'est de moins en moins rapporté actuellement parce que justement donc, on évite ce phénomène de reflux avec l'injection au décours de cortisone.
Pareil pour la nécrose cutanée. Des données expérimentales qui disent que voilà, l'yttrium, ça peut peut-être abîmer le cartilage. Bon, donc ça, c'est toujours pareil. Aussi, c'est comme la cortisone aussi. Donc, c'est très contradictoire. Donc, bon, en tout cas, ça ne représente pas c'est pas discriminant pour le moment. Et alors, ce qui préoccupe aussi beaucoup les gens, c'est est-ce que ça peut impacter justement sur mes chromosomes ou sur le risque de cancer. Et donc, il faut savoir qu'il peut y avoir une instabilité chromosomique transitoire, c'est-à-dire que pendant 4 à 6 semaines, il peut y avoir des toutes petites variations, mais que globalement, donc c'est vraiment très minime et que ça n'a pas d'impact après sur le karyotype du patient et sur le risque de transmission de maladies, en tout cas chromosomiques. Et en fait, ça a surtout été montré chez les patients hémophiles dans des cohortes, notamment en Allemagne, sur à peu près 1000 patients hémophiles qui ont suivi pendant une vingtaine d'années, où en fait ils se sont intéressés au risque donc incident de cancer ou de lymphome, et finalement ce risque-là était très très faible et comparable en fait à celui de la population générale. Donc des données rassurantes en tout cas sur l'utilisation de cette technique. Et du coup, bah voilà, le message, c'est qu'il faut rassurer les patients et que, pareil, en fait, par rapport à l'entourage, finalement, le risque de contamination radioactive de l'entourage, finalement, il est très faible puisque ce sont des rayonnements, en tout cas, qui sont peu pénétrants pour le patient. Donc en conclusion, c'est une technique qui certes n'est pas récente mais qui est toujours d'actualité et utile en 2024, dont l'indication principale c'est une synovite réfractaire donc aux infiltrations cortisoniques ou au traitement de fond, notamment pour les rhumatismes inflammatoires. Le geste se fait sous guidage échographique, la prévention du reflux avec ce guidage échographique et l'utilisation d'un dérivé cortisonique, et les données de tolérance notamment chromosomique et néoplasique incidentes qui sont rassurantes. Merci pour votre attention. Du coup, ça crée de la fibrose dans l'articulation. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi vous avez besoin de refaire? Parce que ça n'a pas fait assez de fibrose? Parce que ça peut, des fois, il peut quand même y avoir quand même une prolifération macrophagique un petit peu résiduelle. C'est toujours pareil. En fait, on n'arrive jamais complètement à éradiquer à 100% en fait tous les synoviocytes de l'articulation. Il y en a toujours un forcément qui peut en fait résister. Donc finalement, donc de nouveau, il y a quand même une efficacité vraiment durable, voilà, une amélioration durable quand même. Ouais. Et c'est compatible avec les biothérapies? Oui. Bah, ça pourrait même être une alternative aux biothérapies, notamment c'est ce que je disais pour des patients âgés, où on est quand même un peu frileux par rapport aux risques infectieux. Et du coup, voilà, c'est quand même, d'un point de vue aussi médico-économique, ça peut être aussi intéressant et ça permet d'épargner justement, d'exposer des patients à des molécules onéreuses et qui peuvent quand même, notamment chez les patients âgés, être à risque à la fois infectieux et néoplasique principalement.